de Comont, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes avocat spécialisé dans le droit des automobilistes, porte-parole de l'association de défense des citoyens automobilistes. Alors, Manuel Valls a annoncé qu'il souhaitait abaisser cette année la vitesse maximum de 90 à 80 km/h dans plusieurs départements, et ce à titre expérimental. Le ministre de l'Intérieur affirme que cela permettra de sauver 400 vies. Éric de Comont, c'est énorme, 400 vies sauvées. J'imagine qu'on ne peut que être pour cette mesure. Mais je vais vous décevoir, non. Je vais vous décevoir parce que je suis d'abord surpris de cette annonce, bon, qui n'est pour l'instant qu'une expérimentation. Il n'est pas question de la mettre en place immédiatement. Je suis surpris, pourquoi? Parce que le ministre a réactivé, a réveillé le Conseil national de la sécurité routière il y a quelques mois. Et il lui a confié un certain nombre de réflexions justement sur des pistes pour améliorer la sécurité routière. Parmi celles-ci, il y avait cet abaissement de la limitation de vitesse à 80 sur les routes nationales ou départementales. Et fin novembre, début décembre, lorsque le Conseil a rendu un certain nombre de ses conclusions, il a retenu un certain nombre de mesures, et il y en a une qu'il n'a pas retenue, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que le ministre a installé un conseil qui sert peut-être à décorer, mais en tout cas sûrement pas à lui donner des bons conseils. Parce qu'il sait que cette mesure sera impopulaire. Pourtant, Éric de Comont, c'est mathématique. Oui. Si on va moins vite, on a des accidents moins graves, et donc à la fin, il y a moins de morts. On est bien d'accord. Donc, Voilà. je pose la question au ministre. Pourquoi s'arrêter à 80, monsieur le ministre? Parce qu'entre 80 et 70, on n'économise de rien? Donc vous êtes en train de dire, Bah, la vitesse c'est un risque, et ce risque, il faut l'accepter. Bah, la vitesse comporte en elle-même un facteur de risque, c'est bien clair. Et d'après les experts les plus autorisés, à partir de 30 km/h, on ne risque plus d'accident mortel. Donc soyons courageux. On limite tout et partout à 30, et comme ça, on économise non pas 400 vies, mais 3000 vies. C'est quand même un peu mieux. Sur la méthode, vous dites bon point, on fait une expérimentation. Dans quelques départements, et ensuite, si vraiment c'est concluant, qu'il y a une chute énorme du nombre d'accidents, alors on généralise. La méthode est la bonne en tous les cas? C'est l'idée du ministre. Ouais. Je dirais, si je dois effectivement lui accorder le bénéfice du doute, c'est qu'il vaut mieux expérimenter plutôt que affirmer et imposer. C'est une démarche beaucoup plus intelligente. Maintenant, nous resterons, si cette démarche est mise en place, extrêmement vigilants sur la façon dont sera menée cette expérimentation. Alors l'idée, c'est quand même de limiter, c'est sur ces routes binationales où il n'y a pas de séparation entre les deux voies, parce qu'évidemment, quand deux voitures à 90 se rentrent dedans, le choc est multiplié par deux. C'est intelligent aussi peut-être de ne pas systématiser sur toutes les routes, mais de repérer les endroits les plus accidentogènes. Mais justement, la question, elle est là. D'abord, il faut savoir que lorsque les routes sont séparées par un terre-plein central, les routes à 4 voies, ben c'est 110. C'est pas 90. Donc déjà, la différence, elle est faite depuis des dizaines d'années. Là, il s'agit peut-être, je dis bien peut-être, de différencier. Et dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant. Les zones à risque, les routes au profil dangereux, les endroits dangereux, et éventuellement descendre la limitation là, ça serait intelligent. De façon totalement uniforme sur toutes les départementales de France, ça ne me semble absolument pas une bonne idée, d'autant plus qu'il faut essayer de se mettre aussi en perspective. Il faut savoir que dans les autres pays européens, c'est plus rapide. Nous sommes en queue, déjà. Sur les départementales et les nationales? Bien sûr. Par exemple, en Grande-Bretagne, bah oui, c'est 100. En Autriche, c'est 100. Dans un nombre de pays assez important, c'est effectivement 100 km/h. En tous les cas, la vitesse moyenne en France n'a cessé de baisser, et le nombre de morts sur les routes a reculé encore l'an dernier de 11%. C'est un plus bas historique. C'est quand même la preuve, Éric de Comont, que vous disiez tout à l'heure, oui, jusqu'où on va dans la baisse de la vitesse. Les radars et baisser la vitesse, ça permet de sauver des milliers de vies. On était à 10 000 morts avant sur les routes, on est à 3 200 maintenant. Et vous êtes sûr qu'il faut se poser la question de savoir si on est au plus bas depuis que les statistiques existent, ce qui est vrai, parce qu'on descend chaque année depuis déjà de très nombreuses années, ou si c'est une baisse exceptionnelle, ce qui est faux. Parce que des baisses exceptionnelles, il y en a eu 2 années de suite, en 2002 et en 2003, juste avant l'installation du premier radar automatique. Et là, on avait une bien meilleure décroissance en matière d'accidentologie. Donc quand on dit que la vitesse est la première cause d'accident... C'est plus vrai. C'est l'alcoolémie. Bien qu'on soit en train d'essayer de nous renverser les chiffres à l'issue de la dernière communication sur la mortalité en 2013, d'ailleurs prise de façon un peu précipitée, parce que vous savez une chose, c'est qu'en France, après avoir pendant très longtemps considéré que n'était dû à un accident de la route que les morts à moins de 6 jours, c'est-à-dire que si vous décédiez 7 jours après l'accident, ce n'était pas la voiture. On s'est aligné depuis quand même quelques années sur ce que faisaient tous les autres Européens. Maintenant, c'est à 30 jours. Je trouve un peu surprenant, même si je pense que ça ne changera pas fondamentalement les chiffres, que l'on essaye de communiquer le plus vite possible, c'est-à-dire vers le 15 janvier, alors que, hélas,
L'année s'est terminée depuis moins de 30 jours. Donc c'est vous dire à quel point il y a un facteur communication là-dedans qui est totalement détaché des réalités. J'ajoute 2 choses intéressantes. Premièrement, il faut regarder ce que font les autres pays qui ne sont pas des hystériques de la répression comme nous et voir les résultats qu'ils ont. Ils sont meilleurs que les nôtres, notamment en Allemagne sur le premier semestre 2013 qui est connu à l'heure actuelle. On avait sensiblement les mêmes résultats, mais il y a beaucoup plus de voitures et d'habitants en Allemagne qu'en France. Deuxième remarque amusante, en Angleterre, où ils ont 20 ans d'avance sur nous en matière de sécurité routière, de politique de sécurité routière, de résultats en matière de sécurité routière et d'installation de radars automatiques, vous savez ce qu'ils font à l'heure actuelle? Ils sont en train de les supprimer. Donc ils se sont rendus compte que la solution n'était pas là. Eh ben, en attendant, un contre-exemple, c'est vrai qu'en France, alors là on va voir l'exemple, ça se passe à Frontignon. Le maire de Frontignon en avait assez de ces voitures qui déboulaient dans son village et créaient, occasionnaient des accidents parfois mortels. Il a installé, vous allez voir, ce qu'on appelle un feu intelligent. Donc on va écouter les explications du maire sur ce feu, comment fonctionne ce feu intelligent. Quand les gens respectent la vitesse, ils restent au vert, alors que s'il y a un dépassement des 30 km/h qui sont autorisés, le feu passe au rouge. C'est plus sécurisant quand même, en rétrécissant la voie, les gens roulent moins vite. Non seulement on a moins d'accidents, mais que chaque accident est moins grave. On ne peut plus parler d'accidents sur cette route. On a des accrochages encore, mais 2 seulement en 2013, alors qu'on avait jusqu'à 18 accidents avant qu'on entame les travaux. Vous reconnaissez, Éric de Caumont, qu'il y a quand même des fous du volant qui déboulent. Et d'ailleurs, depuis qu'il a installé ce feu intelligent, la vitesse moyenne à Frontignan est passée de 90 à 45 km/h. C'est mathématique. Oui. Puisque par définition, le feu intelligent interdit de dépasser la limitation de vitesse à 50 km/h, je suppose. Donc moi, je suis très favorable à ce genre de démarche. Parce qu'il n'y a pas de sanction. Préventive, voilà, plutôt que le piège, la répression, le radar planqué, les policiers planqués, qui effectivement font du chiffre, les radars qui sont placés à des endroits particulièrement rentables et absolument pas accidentogènes. Ça, j'aime pas. Cette démarche-là, elle n'est pas inintéressante. Pour ma part, ce que je préfère, c'est quand on fait des déviations et qu'on évite de traverser les villes. C'est encore la meilleure solution. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Oui, mais tout le problème est de savoir si la sécurité routière doit rapporter ou si elle doit permettre de sauver des vies. J'ai le souvenir du nombre de les morts et les accidents de la route, ça coûte 25 milliards par an, c'est énorme. Hein. Ça coûte Donc très cher à les l'État. radars rapportent 700 millions. Ne me dites pas que la sécurité routière, c'est une affaire qui rapporte. Je vous dis une chose intéressante, c'est que 80% des radars de vitesse comme de feu rouge à l'heure actuelle prennent des photos de dos à la décision des pouvoirs publics. Ce qui est illégal. Non, ce qui est parfaitement légal, mais Ouais. permet à n'importe quelle personne qui a envie de dire c'est pas moi qui conduisais de s'en tirer sans la moindre suspension ni le moindre retrait de point. Est-ce que nos gouvernants veulent vraiment réprimer un comportement en identifiant un conducteur, il suffit de prendre des photos de face, ou bien est-ce qu'ils veulent simplement faire de l'argent, car dans ce cas-là, le propriétaire doit payer l'amende. D'accord. On parlait des feux rouges. De plus en plus, il y a des feux rouges, des radars feux rouges. Absolument. Ce qui fait que si vous passez, boum, vous êtes flashé, moins 4 points. C'est bien ça? C'est une très bonne idée en soi, sauf que ça ne remplacera jamais l'homme. Je vais vous donner un excellent exemple. Vous êtes dans une petite rue, vous êtes au feu rouge. Derrière vous, il y a une deuxième voiture, une troisième voiture, une quatrième voiture. Tout le monde attend. Et puis là, il y a une ambulance qui arrive derrière, en urgence, et qui demande le passage, que vous êtes tenu de lui donner ce passage. Qu'est-ce que vous faites? Vous avancez, vous faites flasher ou vous restez? Et vous ne perdez pas vos 4 points. Et bien, quand il y a un gendarme ou un policier en face de vous, c'est lui qui vous donne l'ordre de passer, qui arrête la circulation et qui permet de dégager et de laisser passer l'ambulance. J'imagine que si on est flashé dans ce cas-là, on peut le contester, on peut s'expliquer. On peut toujours essayer de le contester, sauf que sur la photo prise de dos de votre voiture passant en premier, il n'y aura pas l'ambulance qui est 80 mètres plus loin. Et donc, vous n'aurez aucune chance de vous en sortir. C'est comme ça qu'on génère des comportements anti-civiques d'automobilistes qui désormais disent « tant pis, il crèvera dans son ambulance, mais moi je garderai mon permis et mon boulot ». Voilà, c'est vrai que là, il y a un problème à régler. Je crois. Et merci de l'avoir souligné, Éric de Caumont, donc avocat spécialisé des droits des automobilistes et porte-parole de l'association de défense des citoyens automobilistes. Merci beaucoup. Restez avec nous tout de suite. Yves Calvi, c'est dans l'air, qui s'attaque au millefeuille territorial. Faut-il fusionner les régions, supprimer les départements ou tout simplement supprimer la gabegie dans les collectivités locales? C'est dans l'air est intitulé ce soir « Régime minceur pour les élus ».